Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans les décrypteurs. Pendant une heure, nous allons analyser l'actualité de ce lundi 18 mai. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous parler de cette rencontre hier, forte en émotions et en symboles. La famille de Guy Lauder, un soldat tombé au Liban, a rencontré Shaili Leibovitch. Shai a été grièvement blessé au combat, lui aussi sur le front nord. Aujourd'hui, il a recouvert la vue grâce au don des cornets de Guy. C'est le geste ultime d'un soldat tombé au combat qui, même après sa mort, continue à sauver des vies. Au cours de cette rencontre entre la famille endeuillée et le soldat sauvé, ce n'est pas seulement une greffe qui s'est incarnée, mais la transmission bouleversante d'une vie à une autre. Dans un pays marqué par la guerre, certains choisissent de répondre à la mort par la vie. Et en Israël, le don d'organes dépasse l'acte médical. Il est devenu un symbole national de solidarité, de résilience et d'espoir. Des familles frappées par l'insoutenable décident que la perte de l'être cher peut sauver des vies. Israël bat aujourd'hui des records en matière de transplantation, reins, foie, cœur, cornée. Chaque don devient une renaissance. Ces gestes rappellent une vérité essentielle. Même au cœur du drame, la vie reste une valeur suprême. Alors que d'autres glorifient la mort, Israël sanctifie la vie. Et peut-être est-ce là la force la plus profonde, transformer le sacrifice en espoir et faire d'une tragédie une promesse d'avenir. Il est temps de retrouver les titres que nous allons décrypter ce soir ensemble. Donald Trump perd patience face au régime iranien. Selon plusieurs sources, le président américain multiplierait les réunions avec de hauts responsables de son administration au sujet de la poursuite ou non de la guerre contre l'Iran. Donald Trump semble exaspéré par le maintien du blocus du détroit d'Ormuz. Dans une nouvelle série de publications sur les réseaux sociaux, il menace Téhéran et affirme que le temps presse. Au Liban, Tsahal annonce avoir éliminé le commandant du djihad islamique dans la région de la Bekaa. Le responsable terroriste palestinien supervisait l'intégration de membres du djihad islamique dans des opérations aux côtés du Hezbollah. Il était chargé de la préparation d'attaques imminentes contre les soldats israéliens dans le sud Liban. Tsahal qui affirme avoir mené une frappe ciblée pour réduire au minimum le risque de toucher des personnes non impliquées. La flotte pour Gaza, partie de Turquie, a bien été interceptée par la marine israélienne dans les eaux internationales au large de Chypre. Selon le COGAT, chargé de la coordination civile à Gaza, aucun des 50 bateaux ne contenait de l'aide humanitaire. Pourtant, la raison invoquée pour tenter de briser le blocus maritime, sans surprise, Ankara dénonce l'arraisonnage et parle d'un acte de piraterie. Enfin, à Londres, la police redoute l'exposition consacrée aux victimes du festival Nova par crainte de violence. Elle aurait demandé aux organisateurs de retirer la grande bannière qui annonce l'événement, prévu à partir de mercredi 20 mai. La police britannique qui conseille également de ne pas dévoiler les lieux de l'exposition avant son ouverture. J'accueille nos décrypteurs du jour. Jonathan Serror, vous êtes rabbin de la synagogue Shaarei Tzion Etz Chaim. Bonsoir à vous. Bonsoir. David Jaoui, entrepreneur, avocat international. Bonsoir. Bonsoir. Et Raphaël Assi, notre rédacteur en chef à 24 News. Bonsoir à tous les trois. On va démarrer tout de suite, si vous le voulez bien, puisque tous les regards sont tournés vers les États-Unis avec cette question. Donald Trump est-il arrivé au bout de sa patience face au régime iranien ? Selon plusieurs sources, le président américain multiplie en tout cas les entretiens avec des hauts responsables de son administration. On retrouve notre correspondant à Washington, Antoine Lard. Bonsoir Antoine. Donald Trump qui a publié une nouvelle série de menaces sur les réseaux sociaux. Oui, Donald Trump qui se fait de plus en plus menaçant. Il y a d'abord ces images postées sur son réseau social, images générées par intelligence artificielle, qui sont extrêmement menaçantes. On y voit Donald Trump en chef de guerre. Sur l'une de ces images, on aperçoit notamment le président américain en train d'appuyer sur un bouton rouge et de lancer ce qui ressemble à une attaque nucléaire. Il y a également les mots de Donald Trump, toujours sur son réseau social. Le temps presse, les Iraniens feraient mieux de se bouger rapidement, sinon il ne restera plus rien d'eux. Toujours cette menace donc d'anéantir le pays si rien n'avance dans les négociations. J'ai moi-même pu m'entretenir avec le président américain brièvement par téléphone, c'était samedi, et il m'a fait des déclarations de la même nature. Il m'a expliqué que les Iraniens allaient passer un très mauvais moment s'ils ne concluent pas rapidement un accord. Alors, au-delà des mots et des images postées par Donald Trump, au-delà de ces menaces, il y a quand même en coulisses la diplomatie qui continue avec des allers-retours de la
navette diplomatique, des propositions, des contre-propositions qui ont été échangées ces dernières 48 heures. Donald Trump, en tout cas, demain doit réunir ses équipes de sécurité nationale pour étudier les options militaires qui sont à sa disposition. Pour le moment, Donald Trump, et c'est ce que nous dit la Maison-Blanche, privilégie l'option diplomatique, mais il envisage de plus en plus sérieusement l'option militaire, alors que les négociations sont dans une impasse. Alors c'est pas la première fois que Donald Trump profère des menaces, c'est pas la première fois qu'il réunit ses équipes de sécurité nationale, c'est pas la première fois qu'il étudie des plans d'attaque pour finalement ne pas appuyer sur le bouton, ne pas y aller. Est-ce que cette fois ce sera différent? Est-ce que Donald Trump va mettre fin au cessez-le-feu? Est-ce que sa patience a atteint ses limites? Ce qui est certain en tout cas, c'est que Donald Trump semble de plus en plus frustré, de plus en plus impatient, mais on verra probablement demain ce qu'il décide finalement de faire. Merci beaucoup Antoine Allard depuis la Maison-Blanche à Washington. De son côté, le régime iranien prétend que les négociations se poursuivent et campe sur ses positions en ce qui concerne son programme nucléaire. On écoute le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Le processus se poursuit donc par l'intermédiaire du médiateur pakistanais. Ce qui est certain, c'est que les droits ne sont pas négociables et ne font l'objet d'aucun compromis. Le droit de l'Iran à l'enrichissement d'uranium est reconnu par le TNP, le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Nul besoin qu'une autre partie reconnaisse ce droit pour l'Iran. Il existe déjà. Alors, je ne sais pas vous, moi j'ai l'impression que tous les jours on revit la même situation avec Donald Trump exaspéré par le régime iranien. D'ailleurs, on vient d'entendre le régime iranien qui ne remet absolument pas en cause son programme nucléaire. C'est quelque part, on se demande si vraiment Donald Trump ne joue pas sur cette impatience, David. Oui, alors on est en plein dans le scénario de Groundhog's Day, un jour qui se répète encore et encore. On a l'impression de revivre la même journée à chaque fois renouvelée. On a deux partis ici, les Iraniens et les Américains, qui chacun sont persuadés d'être en train de gagner la guerre. Et donc chacun campe sur ses positions et personne n'est prêt à lâcher. Les Iraniens insistent sur leur droit d'enrichissement nucléaire, ce qui est de retour au TNP, enfin de retour au JCPOA, plus exactement, ce qui est absolument intolérable pour Donald Trump et une administration qui, quelque part, n'arrive pas à comprendre cette réalité que malgré toute la destruction, les pertes qui ont été provoquées au régime iranien, cela ne semble pas céder. Donald Trump menace et s'énerve pour la 14e fois depuis le début de ce conflit. Mais au final, on ne croit plus. Non, alors, les menaces et c'est là où je veux faire une petite remarque. Donald Trump profère des menaces et réunit son cabinet. C'est plutôt pour moi le signe qu'il n'y aura pas une attaque immédiate. Si on connaît bien Donald Trump, la phrase qui le décrit le mieux, c'est « prenez-le au sérieux, mais ne le prenez pas littéralement ». Donald Trump est parfaitement capable de renouveler les hostilités, mais il le fera sans prévenir. Et c'est là que ce sera d'autant plus efficace, on peut le croire. Raphaël, on voit l'Iran, enfin le régime iranien, il continue les provocations. Il a tiré, alors par le biais de ses satellites en Irak, mais il a tiré encore aujourd'hui, enfin hier soir, contre l'Arabie Saoudite. Il y a eu des drones aussi contre les Émirats Arabes Unis. On sait très bien que c'est le régime iranien qui est derrière cela. Il teste les limites et pour l'instant, on a l'impression que rien ne bouge. Donald Trump est un homme impatient. Alors que de l'autre côté, les Iraniens ont tout le temps pour eux, parce qu'en attendant, ils peuvent se reconstruire, ils peuvent reconstruire leur arsenal, ils peuvent aussi montrer à leur population qu'ils tiennent tête à la première puissance mondiale, une population qui, pour le moment, ne se révolte pas contre le régime. Les provocations iraniennes, on les connaît, on les voit, Donald Trump les voit aussi, ses alliés dans la région aussi. Peut-être qu'à un moment donné, ce sont ses alliés qui diront à Donald Trump « maintenant ça suffit ». Nous, on a fait notre part, on subit des attaques sur notre sol, on peut riposter, mais on n'a pas la capacité militaire de riposter comme vous et Israël. Donc peut-être que ça sera à ce moment-là un élément déclencheur en plus pour Donald Trump quand on sait que ses alliés régionaux n'attendent qu'une chose, c'est le retour des frappes. Alors la situation, c'est un comble finalement parce que le président iranien a dénoncer Israël et les États-Unis comme étant des pays qui tentent de monter les pays arabes et les pays musulmans les uns contre les autres. C'est un comble, Jonathan, d'entendre le régime iranien, alors qu'il attaque d'autres pays musulmans, dire que c'est Israël et les États-Unis qui veulent diviser le monde musulman.
Alors oui, mais il faut se rappeler que, en réalité, les peuples du Moyen-Orient, ils aspirent tous à une certaine stabilité, à une situation sécuritaire stable et surtout à un nouvel Moyen-Orient. Et donc, la communauté musulmane du Moyen-Orient, eh bien, en réalité, ils savent que nous sommes les seuls de la région qui pouvons véritablement faire une transformation dans toute la région. C'est pour ça qu'il y a eu les accords d'Abraham. Et vous savez, d'après la tradition juive, eh bien, les périodes où il y a des tensions internationales, ce sont des périodes de transition qui peuvent, on l'a vu plusieurs fois dans l'histoire, que ce soit avec la Shoah, la guerre des 6 jours, on a passé Yom Yerushalayim la semaine dernière, toutes les périodes de tension internationale, il ne faut pas oublier que parfois, elles peuvent être un tremplin pour justement transformer la réalité et en fait permettre, plutôt que la destruction, permettre la reconstruction. Donc nous, malgré toutes les inquiétudes, malgré tout le cinéma que l'Iran peut faire en nous accusant, eh bien, je pense que les pays du Moyen-Orient ont vu pendant ces 2 dernières guerres avec l'Iran qu'Israël est un pays démocratique, un pays stable, un pays qui veut la vie. Et de plus en plus, ça entraîne les autres nations, même si extérieurement ils vont nous accuser, quelque part au fond d'eux, ils auraient voulu nous ressembler et nous rejoindre à travers les accords d'Abraham. Vous vouliez réagir, David? Oui, en fait, moi, quand j'entends ces déclarations des Iraniens qui, nous, de notre point de vue, paraissent complètement absurdes et en effet décalées avec la réalité selon laquelle les Iraniens sont eux-mêmes en train d'attaquer leurs voisins arabes. Il faut la comprendre, elle est beaucoup plus profonde qu'elle en a l'air, il faut la comprendre sous 2 aspects. Le premier, c'est un message qui est délivré vraiment à la rue du monde musulman. Et cette mentalité de Mukawama que représentent les Iraniens, dont on a pu parler souvent à ce plateau, et dans lequel l'alliance israélo-américaine, elle est, si vous voulez, la réincarnation de Sykes-Picot, de cette idée que les méchants impérialistes du 22e siècle sont là pour se diviser le Moyen-Orient entre eux, et nous devons nous unir contre les infidèles, contre les puissants, nous les faibles, etc. Donc ça, avec un léger fond de complot anti-juif aussi. Ah oui, bien entendu. Ça fait très complot juif de dire ces méchants juifs, ces méchants sionistes, le grand Satan américain cherche à diviser le monde musulman. On voit les illustrations très bien dans nos têtes des dessins de ce juif qui essaye de diviser le monde musulman ou de diviser les chrétiens contre les musulmans. Toujours le juif au milieu, donc voilà, il parle aussi comme ça. C'est le message à la rue, si vous voulez. Il y a un deuxième aspect de ce message-là qui est adressé aux voisins du Golfe, qui est de dire, écoutez les amis, nous, entre nous, on a toujours su s'entendre, on a toujours su s'arranger. En gros, ce sont ces méchants Israéliens, ces méchants Américains qui, en venant mettre leur nez dans nos affaires, créent des disputes et des distensions. Et en faisant ça, ils essaient eux-mêmes de diviser le camp pro-occidental. Et d'ailleurs, on le voit, il y a une différence d'approche, si vous voulez, entre les Saoudiens, incarnés d'une part par les Saoudiens, qui eux ont toujours eu une certaine philosophie d'apaisement vis-à-vis des Iraniens. On les a vus à certains moments, notamment avec facilité par les Chinois, des tentatives de rapprochement avec l'Iran, alors que les Émirats arabes unis, encore aujourd'hui, semblent clairement mettre tous leurs œufs dans le panier israélo-américain. Donc là aussi, une analyse quand même, une certaine finesse dans le message iranien. Oui, effectivement, qui n'est peut-être pas adressé à nous, mais au peuple iranien. On adore penser que tout tourne autour de nous, mais oui, il y a d'autres acteurs dans la région. Effectivement. Alors c'est sur fond de tension et de flambée des prix que le G7 doit se réunir la semaine prochaine. Les ministres des Finances du groupe se retrouvent, eux, aujourd'hui et demain à Paris pour préparer cette réunion. La France qui tente de convaincre les États-Unis de l'importance du G7 dans la résolution du conflit actuel. On écoute à ce sujet le ministre français Roland Lescure.
Je suis très heureux d'être ici pour montrer que le multilatéralisme fonctionne, qu'il est utile en temps de crise, à un moment où les déséquilibres mondiaux deviennent soudainement insoutenables, à un moment où les matières premières et les minéraux critiques sont devenus essentiels dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, et à un moment où les pays les plus vulnérables sont confrontés à une crise qui les affecte dramatiquement. Nous devons nous assurer de pouvoir montrer au monde qu'ensemble, nous pouvons relever ces défis et dialoguer, que nous soyons d'accord ou non dans les bons moments ou dans les mauvais, et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Alors on le sait, en haut des priorités des grands argentiers du G7, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est les conséquences économiques de cette guerre et du blocage du détroit d'Ormuz par l'Iran, mais certains dénoncent aussi le blocage des États-Unis. C'est important de le dire, Raphaël, les États-Unis, d'ailleurs le ministre des Finances américain y est, ils seront au G7, mais pas très convaincus de l'utilité de ce G7. Parce que la doctrine de Donald Trump et de son administration, avant cette guerre avec l'Iran, c'était plutôt l'isolationnisme, quitter les grandes instances onusiennes, attaquer systématiquement l'OTAN, dire pourquoi nous finançons des institutions internationales pour des pays qui ensuite nous crachent dessus et critiquent les États-Unis. Donc il y a eu, lors du premier mandat de Donald Trump, tout un retrait américain de certaines institutions internationales, de retour avec Joe Biden, puis Donald Trump revient. Et on comprend bien que dans l'idée de Donald Trump, ça serait qu'il voudrait remplacer tout ça. C'est-à-dire quand il fait le Conseil de la paix pour Gaza, quand il fait d'autres instances parallèles, on sent tout de même qu'il a une volonté de dire voilà, ça marche pas. Moi, je vais vous proposer autre chose. On va réunir les gens de bonne volonté et on va faire autre chose. Et quand j'entends le ministre français qui parle de multilatéralisme et de coopération, etc. Moi, j'ai un peu la chanson de It's a Small World, le manège de Disney non, pas dans la tête. Voilà. Elle est affreuse cette chanson. Je préfère Michel encore. Mais c'est ça que j'entends. Lorsque je l'entends, c'est ça que j'entends. Oui, effectivement. Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'objectif entre les États-Unis et le reste du G7 ? On sait par exemple que Donald Trump est rentré de Chine et que l'un des objectifs aussi du G7, c'est de contourner peut-être la prédominance chinoise dans le monde. Il y a aussi le fait que les États-Unis veulent absolument lutter contre le terrorisme par les finances. Ce n'est pas une priorité du reste du G7. Est-ce qu'il n'y a pas non plus un problème, on va dire, de communication entre les différents, de vision entre les différents partis ? Oui, certainement. D'ailleurs, l'objectif du G7, c'est bien de donner voix à toutes ces différentes expressions. D'ailleurs, le message multilatéraliste du ministre des Affaires, du ministre de l'économie française, pour moi, il est criant lorsqu'on le compare à celui de la directrice de la Banque centrale européenne, qui elle a un discours plus nuancé. Plus, je pense, plus en accord avec l'oreille américaine, puisque elle, son propos, c'est un propos de renforcement des économies, des monnaies fortes, des échanges qui sont faits en bonne foi. Donc là, on a un petit, si vous voulez, un petit message adressé, déguisé aux Chinois. Et donc, il faut vraiment écouter tout ce qui se dit dans ce forum-là. Si on a parlé du sommet américano-chinois qui a eu lieu récemment, ce qui était intéressant là-bas, c'est qu'on est sorti avec un espèce de retour au statu quo ante. Chacun un peu est en train d'essayer de maintenir la situation telle qu'elle est. La belligérance des deux parties est redescendue. Et donc, là, je rejoins ce que dit Raphaël. Si on avait un Donald Trump qui était sorti au début de son mandat très ouvertement contre toutes sortes d'institutions internationales multilatéralistes, que ce soit l'OTAN, la Banque mondiale, etc., là, les contingences de la guerre avec l'Iran l'obligent à réduire son propos et à rester un peu à jouer dans le cadre qui est celui de l'organisation internationale aujourd'hui. On n'a pas l'habitude de le voir comme ça. Non, effectivement. Allez, on va prendre la direction du nord à présent. Israël a éliminé un responsable terroriste palestinien au Liban. On retrouve à Haïfa Loïc Sécher-Chauprun. Bonsoir Loïc. Il s'agit du commandant du djihad islamique pour le sud Liban.
Effectivement, ce haut responsable du djihad islamiste palestinien a été tué dans sa maison à Baalbek. C'est dans la moitié nord du Liban. Une frappe israélienne l'aurait éliminé, ainsi que sa fille de 17 ans, selon des sources locales, des sources libanaises. En tout cas, à en croire l'armée israélienne, ce haut responsable aurait été derrière de nombreuses attaques contre les troupes israéliennes ces dernières semaines. Il était aussi responsable de l'intégration des terroristes du djihad islamique palestinien au sein également aux côtés plutôt de ceux du Hezbollah dans les attaques contre les troupes israéliennes. Vous l'aurez compris, Tsahal continue de viser les terroristes du sud Liban, même du nord du Liban, puisque Baalbek c'est dans la moitié nord du Liban, comme je vous le disais tout à l'heure. Tsahal qui a d'ailleurs appelé à l'évacuation de au moins 3 villages libanais aujourd'hui. Et de son côté, le Hezbollah continue également de viser soit des localités nord d'Israël, soit les troupes israéliennes dans le sud du Liban. Preuve en est encore tout à l'heure cette alerte à la roquette qui a retenti à Kiryat Shmona. Il n'a pas eu causé de dégâts. Le plus important, c'est qu'elle n'a pas fait de blessés également. Hormis ces alertes à la roquette, il y a eu d'autres alertes également cet après-midi, mais pas de blessés à déplorer, du moins pour l'instant. Il y a eu également d'autres attaques aux drones explosifs, Méry. Et puis Loïc, c'est dans ce contexte que le président libanais a affirmé qu'il ferait tout pour mettre fin à la guerre avec Israël. Effectivement, Joseph Ayoun qui a déclaré qu'il est de son devoir de faire l'impossible, a-t-il déclaré, je le cite, pour terminer cette guerre, et ce, à tous les coups. Fin de citation. Le président libanais a défendu les négociations directes qu'il tient, du moins avec ses équipes, avec Israël. Il a rappelé aussi en quoi elles consistent pour lui. Tout d'abord, le retrait israélien du sud du Liban, un cessez-le-feu durable, un déploiement de l'armée libanaise le long de la frontière, un retour des déplacés et une aide économique pour le Liban. Je rappelle que la semaine dernière s'est tenu le 3e cycle de négociations directes, une nouvelle fois, entre le Liban et Israël, ce qui a conduit à un rallongement du cessez-le-feu, qui n'en est plus un, vous l'aurez compris, de 45 jours. Merci beaucoup Loïc Stecher, Choukroun. On se demande même s'il y a eu un jour un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Jonathan, on le voit, le Hezbollah qui continue de tirer sur le nord d'Israël, sur les soldats déployés dans le sud Liban. Israël qui continue de son côté d'éliminer aussi des terroristes clés. Comme on l'a dit, le cessez-le-feu a été prolongé, mais il n'existe pas vraiment ce cessez-le-feu. Tout à fait. Ça rejoint un petit peu aussi peut-être le thème du G7. On voit de plus en plus que, en réalité, dans cette période de tension internationale, eh bien, aucun peuple ne peut confronter les défis sécuritaires tout seul, les défis économiques, mais également les défis sécuritaires. Et le Liban, même si il réclame d'Israël de sortir du Liban, il y a toujours ce dialogue ou cette annonce qui paraît un petit peu contradictoire, mais en réalité, le Liban, c'est évident. Ils veulent qu'on reste, ils sont prêts à ce qu'on reste sur le terrain, qu'on leur détruise peut-être quelque part des bâtiments, mais qu'on en finisse avec le Hezbollah. Le Liban veut plus que tout récupérer le contrôle de son pays. Il voit qu'ici, Baruch Hashem, en Israël, c'est une diplomatie, c'est une démocratie qui est équilibrée. Les peuples autour, ils rêveraient de devenir comme nous. Donc même s'ils disent « vous devez sortir », il y a ce qu'ils annoncent et il y a ce qu'ils pensent au fond d'eux. Et c'est évident qu'aujourd'hui, personne... La preuve, voilà le G7, tous les peuples qui se réunissent autour d'une même table et qui continuent à dialoguer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, comment on dit? J'ai oublié, mais de se réunir, eh bien, ça devient une nécessité, c'est plus un luxe. Et on le voit bien avec l'Iran, le détroit d'Ormuz. Tout le monde, il y a ceux qui sont, il y a l'Iran et il y a toutes les autres nations en face qui comprennent qu'il y a un enjeu économique. Donc, on ne peut pas tout seul. Il faut des alliés de plus en plus.
c'est une période historique où, et c'est d'ailleurs ce que le Premier ministre a compris à travers les accords d'Abraham, il joue énormément sur le phénomène de réunir des alliés autour de lui pour que les peuples, pour essayer d'isoler ceux qui veulent jouer tout seuls sur le terrain. Et au final, eh bien, il n'y a que l'union fait la force, les Français l'ont bien dit, et essayer en fait de propager et de contaminer un maximum les nations du Moyen-Orient pour qu'eux aussi viennent se joindre à nous et qu'on devienne tous ensemble une force, parce que nous, on tient toujours un dialogue d'unité et de rassemblement, de fédération avec toutes les autres nations. Effectivement. Allez, on va marquer une courte pause si vous le voulez bien. On se retrouve juste après pour parler de la flottille pour Gaza. La nouvelle, elle a été interceptée par la marine israélienne au large de Chypre. Les 50 bateaux sont à présent escortés par l'armée israélienne. Et surprise, aucune aide alimentaire n'a été trouvée à bord. Restez avec nous. Ne repoussez plus vos travaux pour un problème de budget. Avec Brico Dépôt, lancez-vous pour couper, casser, peindre, raccorder, percer. Des prix bas et du stock avec Brico Dépôt. Allez, aux travaux! Winamax, le plus important, c'est de gagner. Tout le monde a les yeux rivés vers Israël. Quand on y vit depuis peu ou que l'on projette de faire son alia, chaque repère nous aide à avancer et à mieux s'intégrer. L'école de nos enfants est un véritable enjeu. C'est pourquoi le réseau Otzar HaTorah rayonne désormais aussi en Israël. Otzar HaTorah, développer le meilleur de soi pour la vie, maintenant en Israël. Ah bah tiens, hé Agnès! Bah il est où ton mec? Non mais, t'as pas suivi la conversation sur le groupe? Bah non, j'ai perdu mon téléphone. Paul est parti faire une pause. Joyeux année! Sinon, chez SFR, avec les plus smartphones, vous bénéficiez d'un téléphone de prêt en cas de perte, vol ou casse. SFR, on s'engage pour vous. Chaque être humain porte en lui les talents que Dieu lui a donnés et mérite d'être vu et écouté comme tel. Chez Optical Center, bien voir c'est privilégier ce qui nous unit. Et bien entendre nous amène à bien nous entendre pour construire des relations de confiance. Ensemble, continuons à bâtir une humanité plus solidaire, capable chaque jour de voir le beau et d'entendre le bien en chacun. Vous rêvez de soutenir Israël d'une manière unique et enrichissante? Rejoignez Sarel, le programme de volontariat civil en base militaire israélienne. De quelques jours à plusieurs semaines, participez à des tâches essentielles et vivez une expérience inoubliable. Découvrez Israël sous un nouvel angle, créez des liens durables et contribuez directement au soutien du pays et de ses soldats. Devenez volontaire, faites la différence. Inscrivez-vous via notre site internet. Quand la défense dépasse les frontières, pour la première fois dans l'histoire, une guerre au Moyen-Orient a engendré un partenariat militaire défensif sans précédent entre Israël et un État arabe. Tandis qu'une partie de la région choisissait le repli, Israël et les Émirats ont forgé une alliance opérationnelle sur le terrain en installant les systèmes de défense israéliens et des soldats de Tsahal dans le Golfe pour protéger le ciel émirati. Lorsque l'Iran a lancé une attaque d'environ 2800 missiles et drones contre les Émirats, Israël a répondu en déployant ses technologies de pointe. Le système de défense antimissile Dôme de Fer et le système laser avancé Iron Beam, opéré par des équipes israéliennes sur sol émirati. Le résultat, une performance opérationnelle remarquable, un taux d'interception de 95%, épargnant de lourdes pertes humaines et matérielles. Ce geste a consacré les Émirats comme le partenaire arabe le plus proche d'Israël, démontrant que l'histoire ne s'écrit pas seulement dans les déclarations, mais dans l'action. Lorsque des nations choisissent la coopération dans l'épreuve, elles ne répondent pas seulement à des menaces, elles redessinent la carte régionale.
Nous voilà de retour pour la suite des décrypteurs. Avec nous toujours le rabbin Jonathan Serror, l'avocat David Jaoui et Raphaël Hassine, notre rédacteur en chef i24 News. Rebonsoir à tous les trois. On va commencer cette seconde partie par l'interception de la flottille pour Gaza par Israël. Ça s'est passé au large de Chypre. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou était en lien direct avec la marine israélienne au moment du lancement de l'opération. Je vous propose de l'écouter. Vous faites un travail exceptionnel et vous déjouez un plan malveillant visant à briser l'isolement que nous imposons aux terroristes du Hamas à Gaza. Veuillez transmettre mes salutations à tous les soldats de la force. Je trouve que vous faites un travail remarquable, tant au sein de la première flottille que dans cette unité, et que vous déjouez efficacement un plan malveillant visant à briser l'isolement que nous imposons aux terroristes du Hamas à Gaza. Vous y parvenez avec brio, et je dois dire discrètement, et certainement avec moins d'éclat que nos ennemis ne l'espéraient. C'est pourquoi je vous félicite du fond du cœur. Continuez jusqu'au bout. L'eau est magnifique. Je serai ravi d'être avec vous. On en parle avec Mathias Inbar, notre spécialiste sécurité défense. Bonsoir Mathias. Voilà, c'est une nouvelle opération réussie pour la marine israélienne, Mathias. Oui, effectivement, mais elle n'est pas encore terminée parce qu'il y aurait eu 50 bateaux qui seraient partis donc de Turquie. Une vingtaine a été arrêtée, donc faites le compte, il y en aurait à peu près une trentaine qui seraient toujours potentiellement capables d'arriver vers les côtes israéliennes. Mais effectivement, c'est une nouvelle manœuvre réussie de la Chayetet 13, c'est-à-dire des commandos marins israéliens, et de la Chayetet 3, c'est-à-dire de manière générale la marine, l'une des unités de la marine israélienne. Aucune balle n'a été tirée, aucun passager n'a été blessé, une centaine de passagers a été arrêtés et ramenés à bon port. Pour l'instant, on nous dit du côté de la diplomatie israélienne qu'on ne sait pas vers qui se tourner parce qu'il y a effectivement une centaine de passagers. Ça, c'est une question que la diplomatie israélienne va devoir résoudre. Alors, petite anecdote, au moment où les premiers soldats israéliens sont montés à bord et ont pris donc possession de l'un des moyens de communication, ils ont joué la fameuse chanson, chère d'ailleurs, puisqu'on sait que David Jaoui et Raphaël Hassine, je ne me permettrai pas, Raphaël Serrol, de vous dire que vous êtes un fan de Britney Spears, mais oups, I did it again, c'est-à-dire que ils ont entendu les vingtaines de bateaux la chanson de l'ancienne reine de la pop américaine. En attendant à bord, il n'y avait, selon Tzahal, aucun matériel humanitaire. Le COGAT qui s'est fendu d'un communiqué, c'est-à-dire l'administration civile et militaire dans les territoires, pendant que 600 camions d'aide humanitaire rentrent chaque jour dans la bande de Gaza, vous, la dite flottille Sumund humanitaire, eh bien il n'y avait aucun produit humanitaire, 600 contre 0. Voilà ce qu'est cette flottille en partance de la Turquie et qui a donc été arraisonnée à temps. Merci beaucoup Mathias Inbar pour toutes ces précisions. Je reviens en plateau avec vous. Nouvelle flottille. Bon, alors passons le trait d'humour. Oups, I did it again. Je l'ai fait à nouveau. C'est pas la première fois que la marine israélienne tente aussi de désamorcer par l'humour une situation explosive. Et rappelons-le, il y a encore donc des bateaux. Il y avait une réelle crainte, David, qui est des échauffourées et que cette flottille soit beaucoup moins coopérante que les précédentes. Oui, en effet. Alors, l'armée israélienne, aujourd'hui, à chaque fois qu'elle intercepte ces flottilles-là, elle opère avec, si vous voulez, le traumatisme du Mavi Marmara et des violences qui avaient été perpétrées, il faut le rappeler, par des voyous dont l'unique objectif était de tendre un guet-apens aux Israéliens, et ça avait été une débandade totale à bord, des soldats blessés, une image catastrophique, des prétentions après, des excuses qui ont été faites à la Turquie. Ce qu'il faut réaliser, c'est que ces flottilles-là, elles nous paraissent risibles lorsque la situation est bien gérée, comme l'armée israélienne le fait maintenant, mais elles ont le potentiel de créer des vrais embarras diplomatiques pour Israël. Je vais simplement rappeler très brièvement le cadre juridique dans lequel s'opèrent ces flottilles-là. La Cour de justice internationale, à raison ou à tort, reconnaît que le large des côtes de Gaza fait partie intégrante du territoire palestinien occupé. Israël applique de son plein gré le droit de l'occupation à Gaza et, à ce titre, impose un embargo à une entité belligérante
qu'est la bande de Gaza contrôlée par le Hamas. Et à ce titre-là, elle renforce cet embargo et, au nom du droit de l'occupation, comme l'a rappelé Mathias, s'assure que les besoins humanitaires des Gazaouis sont assurés par le biais des passages terrestres. Voilà. Donc je l'ai dit, je réponds à tous les non-informés qui voudraient pleurer qu'on empêche des bateaux de passer en Israël. C'est dit. Je voudrais revenir sur le rôle de la Turquie. C'est important, Raphaël, la Turquie qui accuse maintenant Israël de piraterie. Ok, donc ça, c'est un peu on va dire, de bonne guerre, hein. C'est un peu le rôle, mais il y a surtout beaucoup de tensions entre Ankara et Jérusalem, quasiment plus de relations diplomatiques, et cette flottille aurait pu, et pourrait encore, hein, on le dit, hein, encore comme l'a dit Mathias tout à l'heure, il y a encore une trentaine de navires qui doivent être arraisonnés. C'est potentiellement une raison pour encore créer plus de tensions entre les deux pays. Mais comme le disait David, lorsqu'on entend le mot flottille, ici en Israël, on pense évidemment à Mevi Marmara. C'est une affaire qui a énormément marqué Israël. Qui a traumatisé même. Parce qu'il y avait eu des violences, je me rappelle corrigez-moi si je me trompe, mais d'eau ébouillantée jetée sur les soldats depuis, par les personnes qui étaient sur le... Par des activistes qui étaient armés, avec des barres de fer, de couteaux, etc. Ouais. Et on note même que depuis, l'armée israélienne a appris à gérer ce genre de situation. On va dire que c'était le cas zéro, le Mevi Marmara, que depuis on a appris à gérer ce genre de situation. On voit maintenant les réactions un peu partout en France de certains partis politiques d'extrême gauche qui accusent Israël d'avoir encore une fois violé le droit international, d'être ça le plus dur, non ? Des actes de piraterie. Finalement. Mais après le Mevi Marmara, je parle, c'est le fait d'avoir été en plus accusé de violence alors que c'est les soldats qui avaient été... Mais aujourd'hui, c'est parfaitement géré. Ils sont pris, ils sont emmenés... La dernière fois, ils ont été emmenés en Grèce, ils ont été expulsés, fin de l'histoire. C'est parfaitement géré, pas une balle n'a été tirée. Heureusement qu'aucune balle n'a été tirée, parce qu'au moindre dérapage, à la moindre violence, évidemment, Israël serait mis sur le banc des accusés. Oui, Nathan, Israël doit toujours être meilleur que les autres, finalement. Mais en réalité, moi, je remercie les gens de la flottille, parce qu'à chaque fois, ils se ridiculisent, et en fait, ils nous prouvent, comme l'a dit tout à l'heure David, à quel point nous sommes souverains sur notre terre. C'est nous qui... ripostons, c'est nous qui repoussons. Ils se ridiculisent parce qu'à chaque fois ils viennent, c'est pas la première fois, ils envoient encore et encore des flottilles, et à chaque fois, ils montrent au monde que nous sommes vraiment souverains sur notre terre. C'est nous qui décidons, il n'y a personne. Les peuples en Europe, les nations peuvent nous accuser de violer les droits internationaux, mais au final, à chaque fois, on reprouve de nouveau que nous sommes les seuls souverains sur cette terre et personne d'autre. Donc, merci à la flottille. Continuez à envoyer encore. Je pense qu'on préférait qu'ils ne viennent pas. Mathias Inbar est toujours avec nous. Il voulait réagir, Mathias, notamment au Mevi Marmara, justement. Oui, je me souviens parce que j'avais été à Ashdod justement sur le bateau avec la police israélienne à l'époque et j'avais été complètement surpris parce qu'il faut le dire très rapidement, le Mevi Marmara, ce n'était pas des simples Turcs. C'était l'IHH, c'est un organisme des frères musulmans très proche du Hamas qui avait emmené à bord des djihadistes qui étaient armés de couteaux, de scalpels, de couteaux de cuisine, des lanceurs de billes, des billes et des billes de plomb, et qui avaient même des matraques lorsque les Shayetet 13, les commandants marins, ont été élitreillés, sont descendus à bord. Un des marins a même été jeté d'un pont de plusieurs mètres. Donc c'est ça ce qui s'est passé le Mevi Marmara. Et comme par hasard, et là ils sont très fins, peut-être que David voudra réagir, mais au niveau juridique, le SUMUND a fait supprimer, juste avant de partir de Turquie, 2 noms qui sont connectés justement à l'IHH et donc au Hamas avant de partir pour ne pas justement qu'il y ait d'accusation. Effectivement, merci beaucoup Mathias Inbar. Raphaël, vous vouliez réagir avant qu'on passe au sujet suivant ? Une petite note d'humour pour finir avec Mathias Inbar. J'ai reçu un message d'un fan de Britney Spears qui me dit à Mathias que ce n'est pas l'ancienne reine de la pop, c'est toujours la reine de la pop. En tout cas, c'est la reine, malgré elle, de cette flottille millième depuis le début de je ne sais même pas à quel moment il faut compter. Allez, il y a ceux qui montent sur des bateaux pour tenter de provoquer l'armée israélienne et puis il y a ceux qui traquent des soldats israéliens en permission à l'étranger.
C'est le cas de l'association pro-palestinienne Inrajab Foundation. Elle vient de déposer une nouvelle plainte à Amsterdam contre un combattant israélien. Pour en parler, on retrouve Anna Papiashvili, notre correspondante à Paris. Bonsoir Anna. L'organisation basée à Bruxelles, encore une fois, accuse le sergent de l'unité Netzach Yehuda d'avoir détruit des infrastructures civiles à Gaza. Oui, et sur le site de cette fondation, par ailleurs, on peut retrouver la photo et l'identité par ailleurs aussi de ce soldat israélien qui est actuellement donc aux Pays-Bas selon les dernières informations. C'est pour cela que cette organisation pro-palestinienne a décidé de porter plainte. Elle exige que les autorités justement néerlandaises ouvrent une enquête criminelle en émettant un mandat d'arrêt et saisissent les preuves numériques compromettantes. D'après cette organisation, eh bien, ce jeune Israélien aurait participé à la destruction du palais de justice, un complexe de la Cour suprême qui se trouvait dans la bande de Gaza. Et cette organisation affirme qu'il s'agissait de la destruction délibérée d'un bâtiment civil et qualifie cela de crime de guerre. Il faut le dire aussi, ce soldat, comme beaucoup d'autres, même si c'est interdit et que les ordres sont clairs de l'état-major israélien, de filmer et de diffuser sur les réseaux sociaux. Il a diffusé aussi, évidemment, en 2024, ce qui se passait dans la bande de Gaza. Et c'est comme ça que cette organisation a pu récupérer ces différentes images et pouvoir le traquer maintenant qu'il se trouve certainement en vacances aux Pays-Bas. Alors il s'agit c'est pas nouveau cette plainte évidemment par cette organisation qui tente de traquer un peu partout dans le monde tous les soldats israéliens ou réservistes qui sont en vacances. Et déjà la Rajab Foundation a déposé plus de 90 plaintes dans 30 juridictions pour essayer donc de juger des soldats et des officiers israéliens impliqués dans la guerre à Gaza. Alors voyons comment va aboutir cette dernière plainte qui a été déposée à Amsterdam contre ce soldat israélien. Merci beaucoup Anna Papiashvili. On continuera évidemment à suivre cette affaire. Il y a deux choses dans ce que vient de nous dire Anna Papiashvili. David, tout d'abord ce côté de la plainte déposée. Alors on en parle beaucoup parce qu'évidemment ça provoque des inconvénients pour ces jeunes soldats, mais il faut le dire, ça aboutit rarement. Ces soldats-là déjà, ils sont pas soldats, ils sont pas en uniforme quand même là-bas, mais en tout cas, ils sont inquiétés 2-3 jours et ensuite ils sont relâchés. Donc juridiquement, ces accusations ne tiennent pas la route. Non. Alors juridiquement, deux choses sur l'aspect juridique et après on va passer à l'aspect politique et peut-être social qui est plus important à mes yeux. Sur le point juridique, vous avez deux fondements possible de ce genre d'accusation. Premièrement, il y a beaucoup d'États, notamment en Occident, qui reconnaissent l'universalité des crimes de génocide, crimes contre l'humanité et dans certains cas crimes de guerre, c'est-à-dire le triumvirat, si vous voulez, de la Cour pénale internationale. Et donc dans des cas d'universalité de ces crimes-là, il n'y a pas de question ni du territoire où les crimes sont liés. Je vous rappelle que normalement dans le droit pénal classique, la compétence d'un système juridique est fonction de la territorialité de la peine. Donc je ne vais pas poursuivre un meurtre qui a été commis dans un pays autre, sauf s'il y a certaines circonstances qui sont réunies. L'une d'entre elles, c'est l'universalité de la peine pour ces choses-là, pour ces crimes-là. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, que de toute façon, auquel vous allez faire face très souvent dans le cas d'Israéliens, ce sont les ressortissants qui ont une double nationalité. Et ça, on en voit beaucoup, qui retournent dans leur pays d'origine et qui, tout à coup, sont confrontés à un système judiciaire qui a été mobilisé par des groupuscules militants et qui, même s'il n'y a pas de volonté active de la part des institutions judiciaires de poursuivre ces gens-là, ce n'est pas encore une politique des Pays-Bas ou de la France ou de l'Angleterre de voir une menace pour l'ordre public et une nécessité de les appréhender. La loi est telle qu'ils sont obligés de faire réponse aux demandes qui sont faites par ces organisations-là. Et c'est ça l'objectif véritable. C'est de rendre la vie impossible aux Israéliens à l'étranger. Je rejoins un peu un point qu'on a fait sur la flottille. Le but de ces flottilles, c'est pas de percer le blocus,
c'est de créer des problèmes. Et Israël, c'est l'expression la mort par un millier de death by a million cuts, la mort par un millier de petites blessures. Donc c'est vraiment ça. C'est rendre la vie difficile. C'est lorsque Bibi Netanyahou se rend en Angleterre, il y a des menaces d'être. C'est ça le lawfare. C'est l'instrumentalisation de règles juridiques qui ont leur raison d'être à des fins politiques. Oui, effectivement. Alors justement, le deuxième volet de ce qu'on vient d'entendre, c'est cette tendance des jeunes en général à tout poster sur les réseaux sociaux, Jonathan, y compris quand ils sont à Gaza, au Liban. Maintenant, on voit des jeunes soldats poster des photos, des vidéos sur les réseaux sociaux. Et il y a évidemment cette interdiction de l'armée israélienne. Mais pour les protéger, eux, pourquoi ces jeunes ne comprennent pas à quel point c'est dangereux de faire ça? La vérité, c'est que moi, j'ai moi-même un ami qui est Dayan, qui était Dayan ici, à Tel Aviv, qui s'appelle Avi Zerbib, et qui poste à chaque fois des petits Dvar Torah pendant toute la guerre à Gaza. Pendant 2 ans, tous les vendredis, il postait avec en fond derrière lui les tracteurs qui détruisaient les bâtiments. Et c'est vrai que quelque part, ça porte un petit peu atteinte à notre image sur le plan international, parce que c'est vrai qu'Israël doit mener une guerre pas seulement sécuritaire, mais aussi une guerre médiatique. Et on l'a vu, malgré tout ce qui s'est passé le 7 octobre, on a essayé de montrer les images. Alors le monde a eu pitié de nous pendant une petite période, et tout de suite après, ils se sont de nouveau servis justement de ces images pour montrer à quel point on est barbare. Mais bon, c'est un débat qui est partagé, parce que d'un autre côté, de toute façon, les nations cherchent la petite bête, et ils essayent de montrer qu'on n'est pas moral. Mais nous, même si sur les réseaux sociaux, on peut peut-être montrer qu'on n'est pas moral, le peuple sait qu'à chaque fois qu'on élimine quelqu'un, c'est chirurgical. On le fait à Gaza, au Liban, en Iran, partout. Parfois, combien de fois on a annulé des opérations pour ne pas toucher des civils? C'est connu dans le monde entier. Donc voilà, il faut rappeler à la scène internationale qu'on a le droit de se défendre. Et bon, c'est des jeunes, c'est normal, ils font 500 jours de Milouim sur le terrain. Ils veulent aussi dialoguer, communiquer. C'est comme ça que la jeunesse communique aujourd'hui. Mais c'est bien envoyer ça en message privé à leur famille sans que ça soit diffusé publiquement. Mais même, je vais aller plus loin, Raphaël. Il suffit de ne pas dire qu'on est à l'étranger, ne pas poster, parce que comment ils traquent cette organisation-là spécifiquement? Je ne la connais pas parce qu'elle est belge, mais tout de même. Parce qu'après, ils mettent des photos d'eux en vacances dans les pays. Ils disent « je suis là, Ben Gurion en direction d'eux voilà. ». Et en fait, c'est comme ça qu'on sait qu'ils sont à l'étranger. Il suffit de ne pas le faire et on est tranquille. C'est très inquiétant, parce que lorsqu'on connaît l'appétence des jeunes Israéliens après leur service militaire pour faire le tour du monde, le tour d'Asie, le tour d'Amérique du Sud. On a vu des cas similaires, par exemple, au Brésil, où il a fallu des services importants pour essayer d'exfiltrer des jeunes qui étaient dans cette situation-là, d'une plainte visée par exactement la même association. Mais ces images, elles ne sont pas utilisées seulement d'un point de vue d'une juridiction locale, elles sont aussi parfois utilisées, comme le disait David, dans des juridictions internationales qui utilisent ça comme preuve pour dire qu'Israël a commis tel ou tel crime dans la bande de Gaza ou sur les terrains des opérations. Moi, je ne suis pas partagé sur ça. Dès le début de la guerre, on en parlait souvent, même dans la rédaction de 24 News, on dénonçait cela, parce qu'en fait, non, il n'y a pas à publier des photos sur les réseaux sociaux, se mettre en scène de la sorte. C'est stupide, ça montre une mauvaise image de l'armée, une armée qui se veut morale, et donc mettre en scène ce genre de choses, ce n'est pas bien. Et après, pour un peu ironiser sur ce que fait ce groupe, pourquoi bientôt ne pas aller chercher des grands-pères israéliens qui ont participé à la guerre de l'indépendance sur des vieilles photos d'archives en noir et blanc? Non, stop. Effectivement, mais bon, ils sont là, et comme ils ont un pouvoir de nuisance. Allez, direction Londres à présent. L'exposition en hommage aux victimes du Festival Nova doit ouvrir ses portes mercredi. Le lieu de l'événement n'a pas encore été publié, sur demande de la police, qui craint que l'exposition ne soit la cible des manifestations violentes. La correspondance de Laura Calmu à Londres.
Oui, et l'adresse même de cette exposition est devenue sensible. La Nova Exhibition, qui est donc consacrée au massacre du festival de musique Nova par le Hamas le 7 octobre 2023, doit ouvrir ce mercredi pour 6 semaines, mais dans un lieu qui reste pour l'instant tenu confidentiel près du centre de Londres. Alors selon plusieurs médias, la grande bannière installée devant le site a même été retirée à la demande de la police. L'objectif, éviter que l'adresse exacte ne circule trop tôt par crainte de manifestations hostiles, d'incidents antisémites, voire de menaces plus graves autour du lieu. Cette exposition, qui a déjà été présentée dans plusieurs grandes villes, notamment à New York, Los Angeles ou encore Buenos Aires, elle rassemble en fait des objets retrouvés sur les lieux du festival, des effets personnels abandonnés dans la fuite, des voitures calcinées, des structures criblées de balles, mais aussi des vidéos filmées ce jour-là et des témoignages de survivants. Et bien sûr, vous le savez, le 7 octobre 2023, plus de 360 participants du festival ont été tués lors de l'attaque et plusieurs dizaines ont été emmenés comme otages à Gaza. À Londres, l'ouverture intervient dans un contexte extrêmement tendu. La communauté juive britannique dénonce une forte hausse des actes antisémites depuis le 7 octobre. Ces dernières semaines, 2 synagogues ont été visées par des incendies, tout comme une boutique caritative et le service d'ambulance communautaire juif Hatzolah. Et fin avril, rappelez-vous, 2 hommes juifs ont été poignardés à Golders Green, dans le nord de Londres. La police prévoit donc un dispositif renforcé autour de l'exposition avec des agents visibles, mais aussi des policiers en civil. David, on a l'impression que la police londonienne, elle est dépassée par les événements. Ah oui, dépassée, c'est vraiment le mot. Il y a une espèce d'innocence chez le commun des policiers londoniens qui en fait ont tellement absorbé le langage du multiculturalisme et qui sont incapables de voir la moindre capacité de nuisance, le moindre danger de la part de certaines minorités au sein des minorités qui cherchent activement à déstabiliser le tissu social de ce pays-là. Et je dois dire que les Juifs anglais, de par leur histoire, sont particulièrement démunis face à cette nouvelle menace qui se lève. On est en train de voir la fin de l'âge d'or des communautés juives anglo-saxonnes. Alors, on est encore très loin des pogroms, mais en fait, les Anglais, depuis qui sont revenus, les Juifs qui sont revenus en Angleterre après les dispersions du XIIIe siècle, ont vécu dans une relative tranquillité. Et à la différence, si vous voulez, des Juifs du continent européen qui ont constamment lutté pour leur survie, leur identité. Donc les Anglais, quelque part, ils vont devoir se ranger à l'ordre des communautés juives du reste du continent. Et c'est une transition qui est très difficile. Effectivement. On en vient à ce nouveau dérapage de Javier Bardem. L'acteur espagnol est au Festival de Cannes. À cette occasion, il a dénoncé la masculinité toxique. Jusque-là, bon, rien à signaler. Mais il s'en est aussi pris dans ce contexte à Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Je vous propose de l'écouter. J'ai 57 ans et je viens d'un pays très machiste, l'Espagne, où en moyenne 2 femmes sont tuées chaque mois par leur ex-mari ou ex-petite amie. Ce qui est horrible. Ce nombre de femmes assassinées est tout simplement hallucinant. Et on a fini par banaliser ça. On se dit, ouais, c'est horrible. Mais enfin, on est complètement dingue. On tue des femmes parce que certains hommes pensent qu'elles leur appartiennent, qu'ils les possèdent. Et ce problème concerne aussi M. Trump, M. Poutine et M. Netanyahou. Ces gros bras qui disent « J'en ai une plus grosse que la tienne et je vais te bombarder ». C'est ce foutu comportement toxique masculin qui cause des milliers de morts. Alors oui, il faut en parler. Bon, alors, Raphaël, on a essayé d'édulcorer un peu ce qu'il a dit. Il a été beaucoup plus vulgaire que cela. Hein. Oui, très vulgaire, Javier Bardem. Mais bon, voilà. Effectivement, il y a un petit groupe comme ça d'acteurs hollywoodiens qui aiment bien systématiquement taper sur Donald Trump, sur Benjamin Netanyahou. Ça fait... ils se font bien voir en faisant ça. Bon, voilà, il faut laisser Javier Bardem parler. Moi, je vais laisser Laura Ferror s'exprimer. Mais alors, vraiment, on a moins d'une minute. Moins d'une minute. D'abord, ce qu'il a dit sur les femmes, c'est totalement faux. D'après le judaïsme, nous, on croit que le corps de la femme ne nous appartient pas. Juste peut-être pour boucler la boucle, on est, d'après la Torah, notre propre corps ne nous appartient pas. Sauf pour en faire des dons d'organes. Ça, oui, c'est une mitzvah de donner son cœur, son rein,
surtout quand ses yeux, surtout quand un soldat disparaît. Moi, c'est ce que je dis aux parents qui me posent la question, est-ce qu'on a le droit, d'après la halakha, de faire un don d'organes, des yeux? Je leur dis, mais bien sûr, c'est évident, les yeux de vos enfants vont continuer à vivre. Donc, notre corps ne nous appartient pas sauf pour le don d'organes. Mais quand il s'agit de la femme, chez nous, il y a la pureté familiale. Le corps de la femme n'appartient même pas à son mari. C'est pour cela qu'il y a des périodes où on n'a même pas le droit de la toucher. Ça prouve à quel point on a du respect. Donc, le monsieur espagnol, il ne viendra pas nous faire de la morale. Et on ne reste pas longtemps sur lui, comme ça, on oublie. On va terminer par cette note positive. Noam Betan, arrivé deuxième à l'Eurovision samedi soir, a été reçu aujourd'hui à la résidence du président israélien Yitzhak Herzog. Il a été accueilli par l'orchestre présidentiel au son de la chanson Michel. Alors tendez bien l'oreille, vous réussirez peut-être à reconnaître l'air de la chanson. Voilà, il y a débat, on n'a pas bien reconnu cette chanson. En tout cas, merci à tous les trois d'avoir été là dans les décrypteurs. Parce que les décrypteurs, c'est terminé. Merci à tout le monde d'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant, la grande édition avec David Neyman.